Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être un peu différent d'habitude. En fait, au début, je voulais faire un épisode classique en te présentant une femme kurde super intéressante, mais je me suis rendu compte que le contexte du peuple kurde et du Kurdistan est tellement énorme que je ne pourrais pas traiter ça en un seul épisode, donc j'ai décidé de faire 3 épisodes. Dans le premier, celui-ci, je vais te parler de l'histoire du peuple kurde, qu'est-ce que c'est que le Rojava et sa relation avec les États extérieurs. Dans le deuxième, je détaillerai comment s'organise la société au Rojava. Est-ce que c'est anarchiste? Qu'est-ce que c'est que la généalogie, etc. Et dans le troisième, je ferai plusieurs portraits de femmes qui se sont battues pour que cette société vive, parce que c'est quand même le but du podcast. C'était un peu chaud d'écrire cet épisode. Je suis européenne, française, j'ai une idée de ce qu'est la révolution et de ce qu'est le féminisme. J'ai un idéal comme tout le monde, mais nos idéaux nous apparaissent aussi par rapport à là où on vit et comment on a évolué. Là où je veux en venir, c'est que pour m'intéresser au Rojava et à leur révolution, il a fallu que je me détache de préjugés et d'idées que j'ai pour essayer de tout comprendre. Et aussi, il y a tellement de choses à dire. Je vais essayer en 3 épisodes de te parler du maximum de choses, mais je vais mettre plein de sources dans la description si jamais tu veux creuser le sujet, et je te le conseille. Et pour terminer, après je commence à te raconter, je me suis pas seulement aidée de livres, de vidéos ou d'articles, mais des gens kurdes ou syriens ont accepté de m'écrire ou de me téléphoner pour me parler de leur réalité. Je les remercie énormément, c'était super, vous m'avez beaucoup aidé. Je ne suis pas un homme. Je n'ai pas d'idée politique. Je n'ai pas d'avis. Déjà, avant que je commence, je pense que ce serait bien que tu ailles sur n'importe quelle carte du monde et que tu regardes où est la mer Noire. Vraiment fais-le. Au sud de la mer Noire, il y a la Turquie. Encore au sud, il y a la Syrie. Et à droite de la Syrie, il y a l'Irak. Et à droite de l'Irak, il y a l'Iran, qui a une frontière commune avec la Turquie. J'espère que tu les as bien sous les yeux. Maintenant, tu vas imaginer un cercle qui rejoint les frontières de ces 4 pays. Enfin, ça n'a pas trop une forme de cercle, mais imagine. Et bien, ce que tu vois, c'est le Kurdistan. Il est réparti sur ces 4 pays. Le Kurdistan fait 450 000 km² et un des territoires les plus montagneux, forestiers et riches en eau du Moyen-Orient. Bien sûr, son histoire et ses frontières ne sont pas aussi simples. Je vais te raconter tout ça. Pour pas surcharger l'épisode, je vais commencer à partir du XXe siècle. Mais évidemment, cette région du monde a une très longue histoire avant, et ça ne commence pas au moment où les Européens s'y sont intéressés. Les frontières que tu vois sur ta carte ont été déterminées par le traité de Lausanne, qui a complètement occulté le peuple kurde. L'identité kurde a, depuis très longtemps, été invisibilisée et ignorée. Se battre contre les colonisateurs fait partie intégrante du mode de vie et de la culture kurde. Dans les 4 pays que je t'ai mentionnés, à plus ou moins le même niveau, les Kurdes n'ont pas le droit de parler leur langue en public, d'enseigner l'histoire de leur peuple, de participer à la vie politique, enfin d'exister. Du coup, pourquoi je te parle du traité de Lausanne? En 1920, il y a eu le traité de Sèvres, qui était fait par les Alliés, vainqueurs de la Première Guerre mondiale, et qui redessinait l'Empire ottoman. 2 points centraux étaient l'indépendance de l'Arménie et la création d'un État kurde indépendant. Sauf que la Turquie, ça l'arrange pas trop de perdre du territoire, en plus on est en plein génocide arménien, donc elle dit, notamment la France, qu'il n'y a aucun problème vis-à-vis des Kurdes, qu'ils pouvaient vivre ensemble en harmonie, et les pays européens concernés ont dit « Ok, pas de souci, on refait un traité ». Donc voilà, 3 ans plus tard, le traité de Lausanne, qui est extrêmement défavorable pour le peuple kurde, et pour les Arméniens aussi d'ailleurs. Bon là, je t'ai résumé ça très grossièrement. Il y a plein d'autres choses qui sont à prendre en compte, mais dans l'idée, c'est ça. Du coup, ce fameux traité de Lausanne sépare ce qui aurait dû être le Kurdistan autonome en 4 zones. La zone dans les frontières de la Turquie au nord qu'on appelle Bakour, la zone sud en Irak qui s'appelle Bassoul, la zone à l'est en Iran qu'on appelle Rojilat, et la zone à l'ouest qui va beaucoup nous intéresser, à l'intérieur des frontières syriennes, le Rojava. Je te conseille de chercher Kurdistan carte sur internet, ça t'aidera à visualiser ce que je viens de te dire. Il y a tellement de choses à dire que j'ai décidé de me concentrer presque exclusivement sur le Rojava, mais les histoires des 3 autres régions du Kurdistan sont aussi passionnantes. Et pourquoi est-ce que le Rojava, donc les territoires kurdes en Syrie, nous intéresse tant? C'est parce qu'une organisation de société qu'on pourrait qualifier de libertaire y est née. Je te fais vite fait un petit point guerre en Syrie parce qu'on en parle beaucoup mais on sait pas trop ce qui s'est passé. Bachar al-Assad, c'est le président syrien depuis l'an 2000. Et avant, c'était son père qui contrôlait le pays. Le 15 mars 2011, dans le contexte du printemps arabe, il y a des manifestations pacifistes contre le pouvoir en place, son pouvoir, qui sont violemment réprimées. Les manifestants et manifestantes voulaient l'instauration d'une vraie démocratie dans leur pays.
Sauf que très rapidement, les manifestations pacifiques se transforment en une rébellion armée. À ce moment-là, le pays comptait 20 millions de personnes. Le pays est divisé entre les pro-Bachar al-Assad et les rebelles, qui veulent la chute du régime, mais pas seulement. Il y a aussi des groupes terroristes, notamment l'État islamiste, qui occupent certaines régions du pays. Parce qu'en fait, dans la réalité des faits, Assad, il contrôle à peine 20% du territoire. Le territoire est séparé entre son régime, l'armée syrienne libre, des groupes terroristes islamistes, une partie est contrôlée par des milices iraniennes, une autre par la Turquie, une autre par Israël, et une par les Kurdes, donc le Rojava du coup. Cette guerre est sanglante. Bachar a aussi utilisé des armes chimiques contre sa population, chose qu'il nie complètement, alors que les faits sont avérés. Depuis, cette guerre compte plus de 400 000 morts et mortes, et plus de 6 millions de personnes qui ont fui le pays. Bachar al-Assad est toujours au pouvoir, notamment grâce au régime iranien et russe. D'ailleurs, les Russes contrôlent vraiment le pays. Le 30 septembre 2015, à la demande de Bachar al-Assad, le gouvernement russe envoie une aide militaire en Syrie. Officiellement pour détruire la menace terroriste, mais on remarque qu'elle vise surtout les groupes de l'armée syrienne libre. Sans l'aide de la Russie, l'armée syrienne libre aurait pu prendre le contrôle du pays. Pour Poutine, qui a tous les intérêts du monde à garder Bachar au pouvoir parce que c'est le seul pays allié de la Russie en Méditerranée, Bachar al-Assad est le président légitime de la Syrie. Et pour se maintenir au pouvoir, il a aussi favorisé le développement des groupes terroristes pour ne plus s'afficher comme l'ennemi numéro 1 face à l'Occident. En ce qui concerne les forces rebelles, il ne faut pas confondre l'ASL, l'armée syrienne libre, et les FDS, les Forces démocratiques syriennes. L'armée syrienne libre a été fondée en 2011 et s'est d'abord positionnée comme la principale force de résistance. Elle était composée de déserteurs de l'armée nationale et des civils qui voulaient lutter. Mais c'était pas un projet politique en soi, surtout une bannière derrière laquelle combattaient différents groupes. Et la France les soutenait. Sauf qu'en 2016, l'armée russe les bat plusieurs fois, et le manque d'équipement, plus les défaites répétées, décourage beaucoup de soldats de l'armée syrienne libre. Alors la majorité des soldats vont s'orienter ailleurs. Certains vont partir rejoindre certains groupes terroristes. Beaucoup vont rejoindre l'ANS, l'armée nationale syrienne créée en 2017, qui est complètement contrôlée par la Turquie et qui a eu en son sein pas mal de djihadistes. Elle a fait plusieurs attaques contre les Kurdes de Syrie. L'armée syrienne libre, ou ce qu'il en reste aujourd'hui, a définitivement perdu toute crédibilité dès lors que ses miliciens ont accompagné les chars turcs venus massacrer les Kurdes à Afrin en 2018 ou encore à Tal Abyad et Serikaniye en octobre 2019. Et pour finir, certains soldats de l'ASL, l'armée syrienne libre, ont rejoint les FDS, les forces démocratiques syriennes. Les forces démocratiques syriennes, elles, opèrent au Rojava et combattent l'État turc et l'État islamique. Elles visent à libérer la zone des groupes djihadistes et des Turcs. Elles sont composées de gens qui vivaient sur ces terres et qui veulent les défendre, et aussi, comme je te l'ai dit, des anciens rebelles de l'armée syrienne libre. Depuis 2015, l'armée américaine était sur place, notamment leur aviation, et dans les Kurdes à faire reculer la menace terroriste. Aujourd'hui, il y a des contradictions partout. À l'origine, les Américains n'avaient pas l'intention stratégique de soutenir les forces démocratiques syriennes. Les Kurdes savent très bien que les États-Unis sont un État impérialiste, mais nous sommes obligés de maintenir cette relation paradoxale car notre survie est en jeu. Sauf qu'en octobre 2019, après que l'État islamique ait perdu du terrain, mais la menace est toujours bien réelle, Trump retire ses troupes de la zone, laissant ainsi le feu vert pour la Turquie d'attaquer les membres des YPG et des YPG, les forces armées du Rojava. Je t'en parle dans l'épisode 2. En gros, une fois que Daesh ne représentait plus une menace directe pour l'Occident, les Américains se sont retirés, abandonnant les Kurdes, parce qu'ils savaient évidemment très bien ce qui allait se passer. C'est le bon moment pour parler de la Turquie. Le gouvernement turc déteste les Kurdes. Il les déteste dans son pays. De grosses campagnes ont été menées pour les détruire psychologiquement, leur faire oublier leur histoire, leur culture et leur langue, dans une logique assimilationniste. Donc, il déteste aussi les Kurdes de Syrie, qui proposent une alternative concrète à la société en général, puis une alternative pour le peuple kurde. Pour étouffer toute forme de résistance à l'impérialisme et au capitalisme, la Turquie met tous les moyens en œuvre pour détruire le Rojava. On peut parler notamment de la guerre d'Afrin en 2018, que la Turquie appelle Opération Rameau d'Olivier. Présentée comme une guerre pour détruire Daesh, le principal but de l'armée turque et de l'armée nationale syrienne était de récupérer la ville d'Afrin, qui était sous le contrôle des YPG depuis 2012. Cette ville n'avait encore jamais été touchée par la guerre, et elle était considérée par certains et certaines comme le joyau du Rojava. Elle avait eu le temps de se développer politiquement, contrairement à d'autres villes qui, même si elles le veulent, c'est un peu dur de créer une politique stable quand tu te fais bombarder un jour sur deux. C'était un moment très important où des milliers de Kurdes, d'Arabes, de Syriens, de Turcs et d'autres, qui avaient comme unique but la défense de cette ville, sont venus risquer leur vie pour défendre des idéaux d'égalité. Près de 20 000 personnes combattaient l'impérialisme turc dans cette ville. Malheureusement, dû à leur nombre et à leur artillerie plus puissante, l'armée turque prend le contrôle de la ville le 18 mars 2018, devant l'indifférence du monde entier. La ville d'Ahmed, aussi appelée Diyarbakir, est un bon exemple de l'acharnement des Turcs. Déjà vidée à 30% de sa population pendant le génocide arménien,
Elle est située près de la frontière syrienne. D'ailleurs, Ahmed est le nom kurde de la ville, mais vous allez voir, cette ville est appelée Diyarbakir quasiment partout, comme si ce n'étaient pas les habitantes et les habitantes qui nommaient un lieu. Une énorme partie de sa population est kurde. C'est la grosse ville kurde de Turquie, située évidemment dans la zone du Kurdistan turc, Bakour. La prison de Diyarbakir, inaugurée en 1980, est considérée comme l'une des pires prisons du monde et est connue pour y avoir vu passer un bon nombre de prisonniers et prisonnières politiques, notamment des membres du PKK. La répression dans cette ville s'est d'abord faite politiquement, en remplaçant le maire kurde et membre du Parti de la Société démocratique, le HDP, par un administrateur judiciaire en 2016. Puis militairement, quand quelques mois plus tard, les militaires réduisirent la moitié de la ville en cendres, puis socialement parce que la population a été soumise à un couvre-feu et quotidiennement surveillée par des policiers. Des drapeaux turcs, qui étaient avant absents de la ville, ont été installés un peu partout. Cette ville a aussi été une des villes particulièrement touchées par le séisme qui a frappé cette zone il y a quelques mois, fragilisant encore plus la population et rendant les infrastructures encore plus précaires. En tout cas, la Turquie ne veut pas d'une guerre frontale, plutôt des attaques isolées, pour permettre aux autres pays de ne pas réagir, et vise régulièrement des personnes très investies dans la vie politique ou militaire. Les femmes sont principalement visées parce que le gouvernement turc ne veut pas que l'émancipation féministe devienne une option. Ils ne veulent pas que les femmes de leur nation se rebellent contre le rôle qui leur a été imposé. La Turquie n'est en tout cas pas embêtée par les pays occidentaux, notamment parce qu'elle fait partie de l'OTAN. L'OTAN, qui est une alliance entre de nombreux pays d'Europe et d'Amérique du Nord, était un peu sur pause les dernières années, sauf que depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'OTAN est à fond. Les pays réinvestissent dedans et elle se remet au centre de plusieurs sujets. Et ça profite bien à la Turquie. D'un côté, elle bloque certains accès à la marine russe et elle approvisionne l'Ukraine en grenades, ce qui la fait passer comme une bonne élève devant les pays européens, et en même temps en s'assurant de la fidélité de la Russie, notamment en lui achetant du pétrole. Et Erdogan, le président turc, aime bien se présenter comme un super médiateur. La principale force d'opposition au gouvernement turc est le PKK. Le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, né en 1977, était marxiste-léniniste. Sous l'influence d'Abdullah Öcalan, le parti penche ensuite, en 1990, vers le confédéralisme démocratique. L'objectif n'est plus l'indépendance du Kurdistan, mais son autonomie. Je te parlerai plus de ça dans le deuxième épisode. Certaines branches du PKK s'organisent en non-mixité. Le PKK est un mouvement d'action directe qui sabote du matériel et des infrastructures turques et qui aussi tue des soldats de l'armée turque. C'est un peu dur de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, parce que tout n'est pas toujours revendiqué. Mais on peut citer notamment une explosion d'un gazoduc en 2015, l'explosion d'un oléoduc en 2012, des installations électriques assez régulièrement et pas mal d'autres petites choses. A noter que le gouvernement turc, comme les États-Unis et l'Union européenne, classe le PKK en tant qu'organisation terroriste. A noter aussi que le PKK est en lien avec les autres groupes de libération du Kurdistan dans les autres nations. En gros, c'est la branche armée du Kurdistan en Turquie. Pour finir sur cette partie au sujet de la Turquie, j'ai quand même envie de rappeler que la faute revient au gouvernement turc et non pas aux Turcs eux-mêmes. Évidemment, les soldats qui assassinent les Kurdes sont turcs, évidemment que les Kurdes peuvent être discriminés par des civils turcs, mais beaucoup de Turcs sont investis, parfois militairement, pour soutenir le peuple kurde et aussi pour détruire leur gouvernement fasciste et mettre en place une société plus démocratique. Je vais maintenant aborder le sujet le plus fun, c'est-à-dire l'État islamique. L'État islamique, aussi appelé Daesh, est une menace tout aussi sérieuse que la Turquie. J'ai cherché les différences entre Daesh et Al-Qaïda, je passe des super après-midi. Les différences sont claires dans leurs moyens d'action. Al-Qaïda, né en Afghanistan au moment de la guerre avec la Russie dans les années 80-90, s'est très vite étendu dans différents pays, créant des filiales et frappant l'Occident avec des moyens d'action très forts et très organisés, comme l'attentat des tours jumelles aux États-Unis en 2001. Alors que Daesh, même si les soldats commettent aussi des attentats en Occident, comme l'attentat du Bataclan et l'attentat de Nice en France, leur tactique est plutôt de s'étendre au maximum dans un territoire, ici la Syrie et l'Irak. Ils sont aussi très présents sur les réseaux sociaux, incitant des gens du monde entier à les rejoindre. Mais à part la différence de com, j'ai pas trouvé quelles étaient les différences idéologiques entre les deux. Dans notre histoire du Rojava, seul Daesh, l'État islamique, est concerné. Ils essayent sans cesse de gagner du terrain et en même temps de soumettre les populations qui y vivent. En 2014 et 2015, les combattants et combattantes des YPG, Unité de protection du peuple, et YPG, Unité de protection de la femme, ont été médiatisés dans le monde entier parce qu'elles ont gagné la bataille de Kobané. Les YPG sont un groupe armé formé en 2011 visant à défendre le Rojava. Il n'y a pas seulement des personnes kurdes à l'intérieur, toute personne voulant participer à faire reculer la menace terroriste de Daesh ou la menace turque est bienvenue. Les YPG sont l'équivalent féminin, c'est-à-dire une force armée en non-mixité, créée en 2013. Je te reparle plus en détail de ces forces armées dans le deuxième épisode. En tout cas, les combattants de l'État islamique pensent que mourir en se battant est une porte directe vers le paradis, sauf s'ils se font tuer par une femme, là, y a pas de paradis. Ce fait, qui peut paraître anecdotique, voire drôle, donne un avantage assez important aux combattants des YPG. La grande force de Daesh, c'est que ces combattants n'ont pas peur de la mort. Donc là, ça retourne complètement la situation. Mais revenons à Kobané. Dans l'actualité, le soutien affiché de Washington aux Kurdes de Syrie, l'armée américaine a largué dimanche pour la première fois des armes, des munitions et du matériel
matériel médical près de Kobané, la ville toujours assiégée par l'organisation État islamique. Réaction ce matin des Kurdes, cette aide sera d'une grande utilité. C'est une ville au nord de la Syrie, à la frontière avec la Turquie. C'est ultra important comme bataille parce que c'est la première fois que des combattants et des combattantes repoussent Daesh. Le 13 septembre 2014, les forces de l'État islamique attaquent la ville, qui est protégée à ce moment-là par les YPG et YPG. C'est un point stratégique pour elle et pour eux, parce qu'elle permet de relier les autres zones du Kurdistan. Pendant 4 mois, 134 jours exactement, Yel vont se battre dans la ville puis dans les campagnes pour faire reculer l'État islamique. Yel gagne, et c'est un gros tournant, à la fois pour la communauté internationale que pour eux. Yels ont battu Daesh, le même ennemi qui quelques mois avant commettait le génocide sanglant des Yézidis. À ce sujet, Meryem Kobané, commandante des YPG, a dit « Ce ne sera pas une bataille ordinaire, mais une confrontation entre la sauvagerie à dominante masculine et la volonté spirituelle de la modernité démocratique. Nous allons gagner cette guerre. » Comme le précise le site Kurdistan au féminin, il y a un avant et il y a un après Kobané. Si elles apparaissent comme une force d'opposition puissante à l'État islamique, peut-être que les pays occidentaux empêcheront la Turquie de les attaquer. Évidemment que non, ça ne s'est pas passé comme ça. Donald Trump, alors président des États-Unis, retire ses troupes de Syrie en octobre 2019, laissant le feu vert à la Turquie pour attaquer les Kurdes. La Suède, pays où résident près de 100 000 Kurdes, a accepté d'expulser certains et certaines ressortissants kurdes de Turquie sous la pression du gouvernement turc. Un nationaliste turc qui tue 3 femmes kurdes, Fidan Dogan, Sakin Candice et Leyla Solemez, probablement sous les ordres des services secrets turcs en 2013 à Paris, et un homme d'extrême droite qui assassine 3 personnes kurdes et en blesse 4 autres avec un semi-automatique 10 ans plus tard dans le même arrondissement, nous montre que les Kurdes ne sont en sécurité nulle part. J'espère que ce premier épisode t'a éclairé sur la question du peuple kurde, du Kurdistan, du Rojava et de ses enjeux géopolitiques. Dans le deuxième épisode, je vais te parler de l'organisation du Rojava, du confédéralisme démocratique, de généalogie, des forces armées kurdes, des internationalistes et d'autres choses. À bientôt. पेशमरगश कादती दंगे शहीद कोरस्तानी दंगे पेशमरगश कादती दंगे शहीद कोरस्तानी